Salut cher ami, j'espère que vous allez très bien. Merci pour ta fidélité. Euh, Merci également pour cette opportunité, cette confiance et la disponibilité de suivre cette séance de formation auprès de moi sur la chaîne Jinkuma Tutoriel, qui est une chaîne très avancée pour répondre à tous vos problèmes liés dans le domaine de génie civil. À l'entrée de G, c'est aujourd'hui que nous allons débuter nos séries de formations sur les packs complets, béton armé, pour un projet d'un immeuble d'appartement R+7-D. Sa particularité, ça sera tout simplement au niveau de la dalle terrasse, puisque c'est un immeuble qui sera couvert par une dalle terrasse. Alors par rapport à ta demande, au niveau de la dalle terrasse, je vais vous montrer également comment modéliser rapidement une piscine et aussi appliquer donc la charge hydrostatique jusqu'à tel point que nous allons étudier les parois de cette piscine et voir même les dimensionnements. Ce que j'aimerais tout simplement te demander, c'est d'être beaucoup plus attentif pour bien assimiler tout ce que nous allons faire ensemble avec vous, puisque l'idée majeure pour moi, j'aimerais que vous puissiez vraiment maîtriser très bien ce logiciel Robot Structural Analysis professionnel, qui est un logiciel très puissant pour les ingénieurs, les architectes, ainsi que d'autres corps de métier. Puisque si par contre que vous le maîtrisez très bien, croyez-moi, vous serez très fort en calcul des structures. Vous allez très bien maîtriser comment faire aussi les interprétations après avoir dimensionné les structures. Et bien, vous serez calé, vous serez compté au moins parmi les experts qui maîtrisent bien les produits Autodesk, communément appelés Robot Structural Analysis et aussi RoboByte. À l'entrée des jets, ce que j'aimerais également vous dire est que l'importance de cette formation, c'est par rapport à la pédagogie. Comme vous le savez très bien, l'importance de la pédagogie n'est pas d'apporter des révélations, mais de mettre sur la voie une connaissance à la portée de tout le monde ou à la portée d'une tierce personne. Alors, avant que nous puissions commencer notre formation, j'aimerais premièrement, encore une fois de plus, vous demander d'être confortablement. C'est-à-dire, si vous étiez en train de travailler, pendant que vous voulez donc écouter une fois de plus cette vidéo, soyez beaucoup plus concentrés. Ça vaut la peine d'avoir aussi un petit cahier et un stylo pour noter les points qui vous sembleraient un peu difficiles, afin de poser des questions pendant que nous allons donc commencer à aborder nos lives. Et puis, je vais directement te répondre. Alors, premièrement, nous allons présenter d'abord, je vais te présenter les livrets pack complet. Et ensuite, on va voir les projets que nous allons étudier, quelques vies en plan. Et dès qu'on finit cette partie, nous irons directement sur les logiciels proprement dits, Robot Structural Analysis professionnel, puisqu'il s'agit bel et bien de ces logiciels. Cette partie des livrets, c'est tout simplement pour t'aider de maîtriser également comment débuter un projet, puisqu'il ne suffit pas seulement d'aller commencer la modélisation sur Robot Structural Analysis, mais néanmoins, il faut d'abord comprendre aussi les prédimensionnements. Comment faire les prédimensionnements d'abord à la main, mais aussi comment évaluer les différentes charges à la main, comment faire même la combinaison ou les combinaisons, soit en ELI ou bien en LS à la main, comment faire quelques vérifications, surtout pour les cas des poteaux, comment vérifier l'écrasement du poteau, comment vérifier le lancement et tout ce qui va avec à la main. Aussitôt que vous allez bien maîtriser ça à travers ces livrets, on ira directement sur Robot Structural Analysis pour entamer notre formation. Et donc, c'est vrai, pendant que nous allons modéliser sur Robot Structural Analysis, ce n'est pas important
de faire déjà la combinaison à la main, d'autant plus que ça sera fait par le logiciel Robot Structural Analysis. Mais néanmoins, avec Jinkunga Tutoriel, c'est avantageux pour vous puisqu'il y a des artistes que je vous montre en termes de bonus qui pourra vous être aussi utile. Ça ne sera pas une aberration ou ça ne sera pas en vain si vous maîtrisez également comment évaluer les charges à la main, comment prédimensionner à la main, comment faire la combinaison à la main, ainsi de suite. Et donc, suivez-moi très bien. Nous allons débuter d'abord par les livrets, comme je l'ai dit tantôt. Et après, on pourra passer directement sur les logiciels Robot Structural Analysis. Si vous êtes prêts, on y va juste après ce générique. Salut les amis, salut chers confrères, j'espère que vous allez très bien. Je l'ai dit déjà dans mon introduction, devenez expert en calcul des structures, devenez expert en vérification des structures, devenez expert également en lecture après dimensionnement avec Jinkunga Tutoriel. C'est aujourd'hui que nous débutons notre formation sur les packs complets, partie béton armé. Et pour ces projets, nous travaillons sur un immeuble d'appartement R+7-D. Sa particularité, comme je l'ai dit tantôt, au niveau de la dalle terrasse, nous allons modéliser aussi rapidement une piscine qui pourra vous aider de bien comprendre en fait comment au moins vous serez à mesure d'appliquer la charge hydrostatique, faire d'autres types de vérifications. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, comment est-ce que l'ingénieur est censé débuter un projet? Vous le savez très bien, nous sommes dans le domaine du génie civil, de la construction bien sûr. C'est un domaine qui est un peu complexe, mélangé avec plusieurs domaines également, notamment comme l'architectural, l'urbanisme, ainsi de suite. L'ingénieur travaille ensemble avec des architectes. Les ingénieurs travaillent ensemble avec les urbanistes. Les ingénieurs travaillent aussi ensemble avec des ingénieurs topographes. Je parle bien sûr des ingénieurs BTP ou également des ingénieurs civils. Des ingénieurs qui sont censés... Mais tout commence d'abord par le plan architectural. C'est-à-dire quoi? Un bureau d'études peut concevoir un projet, bureau d'études rassemblé par des architectes. Les architectes peuvent concevoir un projet. Ils conçoivent un projet et puis dès qu'ils terminent, ils ont tous les plans nécessaires. Vous avez par exemple le vie en plan, vous avez de vie en plan aménagé, de vie en plan côté, vous avez des coupes, vous avez des plans des masses, vous avez d'autres types de plans comme des coupes horizontales, verticales, ainsi de suite, voire même d'autres détails. Les plans de fondation et autres. Dès que l'architecte termine avec sa conception, étant donné qu'il n'est pas expert en calcul des structures, il est censé de chercher un ingénieur qui maîtrise bien les calculs des structures. L'objectif principal de l'ingénieur, ça sera quoi? Ça ne sera pas tout simplement pour gober ce que l'architecte a conçu, ça ne sera pas pour gober des propositions de l'architecte, mais ça sera premièrement pour faire des vérifications, des analyses par rapport à cette conception-là. L'ingénieur doit se rassurer au moins que la conception a été bien faite. Voilà, l'architecte a disposé la colonne peut-être à une distance X. Après vérification, l'ingénieur confirme que non, exactement, l'architecte avait bien fait.
Mais si par contre que, pendant que l'ingénieur analyse le plan architectural, il se rend compte qu'il y a des ratés, il y a des trucs que l'architecte n'était pas censé de mettre, il y a des histoires que l'architecte ne devait pas en réalité placer, mais quand même il a pris l'élix de mettre ce genre de trucs, et bien l'ingénieur doit directement comprendre que l'architecte, quand l'architecte conçoit un plan, ou quand l'architecte trace ou dessine, il ne tient pas compte aussi tantôt d'autres paramètres. Il peut compléter ou bien, je sais pas, placer un peu des histoires dans le sens où pour embellir tout simplement les plans, pour les dessins soient bien propres, mais aussi pour raison d'esthétique, ce qui est tout à fait normal. Mais la personne qui est censée de contre-vérifier, de se rassurer que cette esthétique ne pourra pas nuire au bâtiment, c'est l'ingénieur. Et donc, l'ingénieur doit beaucoup plus réfléchir de manière à ce que ces vérifications soient des vérifications très très exactes pour bien calculer la structure. Sans plus tarder, nous allons premièrement parcourir rapidement ces livrets. Vous allez comprendre quelques points. Quelles sont les recommandations principales d'un ingénieur, ou je dirais même préliminaires d'un ingénieur, dès que vous recevez un plan architectural. Retenez que l'ingénieur, une fois qu'il a vérifié le plan, il a corrigé le plan, en termes de disposition, par exemple, des colonnes, l'ingénieur peut dire que non, ici, en réalité, on ne pouvait pas avoir des colonnes, donc je supprime ça. Je supprime ça, pourquoi? Puisque d'autant plus que c'est un bâtiment, et donc c'est une salle de fête, ou bien c'est un bâtiment, une salle de spectacle, ça ne sera pas bien de placer des colonnes au milieu, ça va facilement abîmer l'esthétique de l'ouvrage, mais aussi la visibilité des téléspectateurs sera un peu limitée, ce qui n'est pas du tout conseillé. Donc l'ingénieur est censé de supprimer ce type de colonnes. Mais l'ingénieur aussi ne peut pas supprimer seulement pour un vain. Avant de supprimer, l'ingénieur est censé d'abord de faire des vérifications par rapport à la portée qui va rester. Supposons par exemple si entre deux colonnes, je prends une portée par exemple de 10 mètres, l'architecte avait placé dans cette portée-là peut-être 4 colonnes. 2,50 m une colonne, 2,50 m une colonne, ainsi de suite. Alors, d'autant plus que c'est une salle de spectacle, l'ingénieur dit que non, ça ne peut pas être comme ça. Il supprime quelques colonnes. Une fois que vous supprimez, l'ingénieur doit vérifier au même moment la flèche de cette poutre. Doit se rassurer également que cette suppression ne va pas nuire par rapport à la résistance de l'ouvrage. Une fois que tout est OK, eh bien, l'ingénieur modifie déjà les plans. Mais attention, quand l'ingénieur modifie les plans, c'est beaucoup plus important de le faire ensemble avec l'architecte. Ou carrément l'ingénieur modifie et après tu informes quand même l'architecte. Vous voyez, puisqu'à la fin, dès que vous terminez, l'ingénieur finit de dimensionner les projets, eh bien, ça vaut la peine de constituer maintenant un projet réel, donc un dossier complet, pour remettre auprès de MO. C'est-à-dire, même l'architecte aussi sera obligé de modifier rapidement ce plan. Là où il avait mis 4 colonnes, une fois que l'ingénieur a supprimé, il a au moins expliqué pourquoi il a supprimé à l'architecte. L'ingénieur calcule, les projets fait sa part. Eh bien, l'architecte aussi est censé de modifier. Comme ça, à la fin de que MO va récupérer son projet, qu'il puisse avoir les projets au grand complet avec toutes les modifications déjà faites. Donc, c'est très clair. Alors, une fois que cela est fait, l'ingénieur est appelé maintenant à prédimensionner donc l'ouvrage. Pour débuter les prédimensionnements, qu'est-ce que l'ingénieur est censé de faire? C'est-à-dire, à travers le plan reçu, l'ingénieur doit maintenant tracer ce qu'on appelle un plan d'époutreison. Je vais donc vous le montrer tout à l'heure. Un plan d'époutreison. L'ingénieur travaille avec le plan d'époutreison. L'ingénieur ne travaille pas avec le vie en plan. Le vie en plan, oui, ça donne une idée claire à l'ingénieur de comprendre en fait comment est l'agencement des pièces, ainsi de suite. C'est à travers le plan, le vie en plan, que l'ingénieur peut directement ressortir donc un plan d'époutreison.
C'est-à-dire, un plan d'époudreison est totalement différemment d'une vie en plan. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Le vie en plan, c'est pour les architectes, mais le plan d'époudreison, c'est pour les ingénieurs. C'est à travers les plans d'époudreison que l'ingénieur sera à mesure de prédimensionner donc le pièce ou de prédimensionner l'ouvrage. Il va prédimensionner par exemple la dalle. L'ingénieur va prédimensionner aussi la poutre. L'ingénieur va prédimensionner la colonne ou poteau. L'ingénieur va prédimensionner la semelle et tout ce qui va avec. Donc le plan d'époudreison, c'est un plan incontournable pour un ingénieur. Alors, dès que l'ingénieur a maintenant le plan d'époudreison, eh ben, il peut directement commencer les prédimensionnements. Sans trop de bavardage, regardez, nous allons parcourir rapidement ces livrets. Je vais vous montrer quelques artistes parmi les éléments que je viens de dire. Dès qu'on termine complètement à parcourir ces livrets, eh ben, c'est là où maintenant nous allons passer donc sur Robot Structural Analysis afin de débuter notre formation. Alors, comme je l'ai dit, c'est un livret pack complet béton armé, un projet d'un immeuble d'appartement R+7-D. Voilà, les premiers points ici, vous avez tout simplement les dédicaces. Voilà, étant chrétien que je suis, voilà, nous dédions ce travail à l'Éternel Yahweh, Dieu de gloire, le Père Céleste, le Maître des temps et des circonstances, pour l'intelligence et la sagesse qu'il nous a accordée. Je passe. Voici donc le plan de travail. Dans ce plan de travail, en réalité, nous allons voir, donc, au total, nous avons 6 chapitres. Le dernier, c'est le chapitre qui fera face, donc, dit logiciel Robot Structural Analysis. Le premier chapitre ici, nous avons donc les calculs de la dalle. Dans les calculs de la dalle, je vais vous montrer rapidement quelques énoncés. Et puis, on va voir directement comment prédimensionner une dalle. Je répète encore pour dire que le prédimensionnement se fait à travers le plan d'époudreison. Deuxième chapitre, on verra donc les calculs des poutres. Troisième chapitre, calcul des poteaux. Ok. Là, je vais tout simplement te montrer comment prédimensionner et évaluer quelques charges. Et le reste des trucs, on verra ça sur Robot Structural Analysis. Chapitre 4, il y a la fondation. Au niveau de la fondation, on verra quand même plusieurs types de fondations sur Robot Structural Analysis. Je vais par exemple te montrer comment est-ce que l'ingénieur peut comprendre que cette fondation, cette semelle que j'ai choisie, c'est une semelle économique ou bien c'est une semelle qui n'est pas économique. Est-ce que par rapport à ce type de projet, comme les bâtiments que nous sommes en train d'étudier, un bâtiment R+7-D, est-ce que c'est un bâtiment qui sera réalisé ou érigé avec une semelle isolée, semelle filante ou un radier général? On verra ça ensemble avec moi. Le premier point ici, je vais vous montrer comment faire les calculs de longuerie. Le deuxième point, calcul des semelles, donc fondation en général. Chapitre 5, l'escalier et l'ascenseur. Chapitre 6, c'est là où on aura maintenant les résumés sur la modélisation, déjà sur Robot Structural Analysis, cas des charges et charges appliquées. Et enfin, vous aurez maintenant les annexes, c'est-à-dire les projets en réalité, les vies en plan et côté aménagé et tout ce qui va avec, voire même quelques perspectives. On verra ça tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, on y va maintenant. Je vais vous montrer rapidement le premier chapitre, calcul de la dalle. Déjà, à l'entrée des jeux, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'on appelle en réalité une dalle. Puisque des fois, c'est ce genre de plaintes ou des préoccupations que je reçois. L'ingénieur, est-ce qu'il y a une différence entre une dalle et un plancher? Regardez par définition ce qu'on appelle une dalle. Une dalle est une structure plane dont l'épaisseur est de loin inférieure aux deux autres dimensions. C'est-à-dire sa longueur et sa largeur. Donc c'est clair. Son épaisseur est de loin inférieure, différent par rapport aux deux autres dimensions, c'est-à-dire sa longueur et sa largeur. La dalle étant donnée ou étant horizontale est souvent soumise à des charges verticales. Descendante, elle est toujours armée à sa partie inférieure au moyen d'un quadrillage d'armature constitué par deux nappes
superposée et octogonale. Exact, donc c'est vraiment octogonal et superposé. Si la dalle est encastrée sur ses appuis, elle comporte à sa partie supérieure des armatures appelées chapeaux. Communément, c'est ce qu'on appelle les barres chapeaux. Donc j'espère que là c'est clair. Éléments utilisés. Alors, par rapport à ces projets, nous utiliserons un plancher constitué d'une dalle associée à des poutres principales et secondaires, qui est le plus courant pour les bâtiments industriels ou d'habitation. Voilà, donc c'est ce type de dalles qu'on utilise un peu beaucoup. Voilà, il est constitué par une dalle, élément appelé, voilà, donc les dalles alourdies, c'est pas ce que nous allons utiliser. Pour nous, nous allons prendre l'épaisseur constante. Voilà, donc c'est très très simple, c'est juste question de parcourir. Je vais passer un peu rapidement. Là, vous avez donc les caractères des matériaux utilisés. Premièrement, le béton. Ok, c'est le béton puisque nous sommes en train d'étudier une dalle pleine. Voilà, d'autres caractéristiques très importantes. Moi, je vais aller rapidement sur les prédimensionnements. C'est ce qui est beaucoup plus important. Voilà, c'est comme j'étais en train de dire. À travers donc le vie en plan, que j'ai tracé ce plan de poutraison. Je vais vous montrer rapidement quelques vies en plan ici, dans ces projets. Voilà. Là, vous avez donc une vie en plan côté rez-de-chaussée, donc RDC, au niveau du rez-de-chaussée. Voilà. Là, vous avez deux rampes à gauche, tout comme à droite. Vous avez deux rampes. Et puis, l'entrée du porche. OK. Vous avez des boutiques un peu partout là, des boutiques, des pharmacies, ainsi de suite. Dès que vous entrez, ici, c'est au niveau de hall commercial. Là, vous avez donc hall pour aller au niveau des appartements et puis une case d'ascenseur. Porche, c'est pour dire qu'il y a des entrées, des entrées ici, tout comme de l'autre côté, hormis les entrées parallèles à gauche, tout comme à droite. Ça, c'est la vie en plan. Je peux vous montrer également cette vie en plan. Ok, là, vous avez aussi la vie en plan étage, bien sûr côté. Au niveau des étages, c'est un plan type. C'est un plan type. La vie en plan premier étage, deuxième, troisième, quatrième et cinquième étage. Voilà. Vous avez donc une vide, disons comment vous avez un vide mezzanine. Ok. Un vide mezzanine ici. Et puis, séjour, chambre, ainsi de suite. C'est comme je vous avais dit, ce sont des appartements. De gauche, tout comme à droite. Voilà. Donc, c'est à travers ce plan que je traçais le plan des poutraisons. Ok, ça c'est maintenant la vie en plan aménagée. Donc, c'est très, très, très simple. Peu importe le type de plan que vous avez, peu importe la forme du bâtiment, que ce soit carré, rectangulaire, circulaire ou, je ne sais pas, trapézoïdal, ayant une forme de L, peu importe le type de plan, le principe reste le même. Comment est-ce qu'on trace le plan des poutraisons? Je rentre d'abord au niveau des plans des poutraisons. La première des choses, il faut savoir au moins que le plan des poutraisons, c'est comme le mot le dit. Le plan des poutraisons, en réalité, c'est comme le plan des poutres. Le plan des poutres. OK? Donc, l'ingénieur doit déjà avoir une idée ou avoir dans son esprit comment est-ce que les poutres vont passer au niveau donc, de la dalle. Au niveau de la dalle. Ça peut arriver que pendant la conception, je vais rentrer au niveau du plan, ça peut arriver que pendant la conception, par exemple ici, je prends la vie en plan étage, voilà. Par exemple, à ce niveau ici, l'architecte avait placé, ou l'architecte a placé un mur ici. Donc, l'architecte a placé un mur ici. Cela ne veut pas dire que en dessous de ces murs, il y aura obligatoirement une poutre. Non. Comme vous le savez, on peut aussi avoir des murs de cloisonnement, ok, des cloisons qui passent tout simplement au niveau de la dalle. Mais au niveau de vie en plan, cela sera représenté. Ici également, vous voyez, il y a un mur ici, mais cela ne dit pas que exactement en dessous, on aura une poutre. Non. C'est pour dire que
La vue en plan nous donne une idée pour tracer le plan dépoutraison, mais il y a une différence entre un plan dépoutraison et une vue en plan. C'est vraiment différent. Regardez maintenant ce que j'ai obtenu. Ok, donc c'est ça les plans dépoutraison. C'est-à-dire c'est comme si c'est comme si l'observateur est en dessous, au niveau du seuil. Vous faites maintenant une coupe horizontale et vous regardez maintenant le plancher en bas. Vous regardez au-dessus, ok. Vous êtes au niveau du rez-de-chaussée, justement au niveau du seuil. Et vous regardez au-dessus, au niveau du plancher, déjà pour avoir une idée comment est-ce que vous allez faire passer vos poutres. Suivant bien sûr les deux directions, direction horizontale tout comme verticale. Regardez, là j'ai tracé maintenant le plan dépoutraison. Une fois que le plan dépoutraison est tracé, je vais numéroter maintenant le panneau. J'ai numéroté mes panneaux ici. Vous allez voir, ça va de 1 jusqu'à, je crois, 26 panneaux. Ok? Sauf là où j'ai de vide. Hein. Là, ici, vous avez un vide mezzanine. Donc, ce n'est pas un panneau. C'est ouvert. Vous avez également une case d'escalier. C'est ouvert. Et puis, une case d'ascenseur aussi. C'est ouvert. Alors, aussitôt que j'ai numéroté mes panneaux, bien sûr, avec mes cotations, alors, je viens maintenant ici pour faire les calculs de la dalle. Comprenez que d'autant plus, comme je l'ai dit, c'est un plan type. C'est-à-dire, je vais prédimensionner la dalle, ok, et la dalle d'habitation, et aussi la dalle terrasse. Bon, je considère ça comme ça, mais lorsque nous allons modéliser sur Robot Structural Analysis, je pourrais vous montrer comment différencier tout simplement les chargements. Alors, par rapport à l'évaluation, regardez ce qu'il faut faire. Pour la dalle ou les dalles continues, l'épaisseur courante de la dalle est donnée par la formule suivante. Le Lx sur 35, inférieur ou égal à l'épaisseur, inférieur ou égal à Lx sur 25. Ou également, Lx sur 35, inférieur ou égal à HO, cela veut dire l'épaisseur, inférieur ou égal à Lx sur 25. Donc c'est ça la formule pour prédimensionner ou calculer l'épaisseur courante de la dalle pleine. Alors, avant de prédimensionner, il faut d'abord retenir que le Lx ici représente quoi? Le Lx étant que la largeur du plus grand panneau, ok, donc ça représente tout simplement la largeur du plus grand panneau. Donc, la dalle de référence est celle qui a une grande dimension. Vous voyez? Cela revient à dire quoi? Le Lx, c'est la largeur du plus grand panneau. Alors, nous sommes maintenant obligés de chercher dans nos panneaux ici, quel est le plus grand panneau ici. Déjà, ici, vous allez voir que cette distance Lx, ça fait 4,15 m. Et puis, de l'autre côté ici, ça fait 4,10 m. Donc, la référence, c'est ces panneaux ici. C'est ces panneaux ici. C'est ça également, puisque c'est symétrique. Étant donné que j'ai déjà identifié les panneaux, avec sa section de 4,15 m x 4,10 m, ok, je peux maintenant donc prédimensionner. Je vais tout simplement remplacer Lx par sa valeur. Je remplace un peu partout. Voilà, donc ça me donne 12 inférieur ou égal à épée, inférieur ou égal à 15. Sur C, j'ai opté pour une épaisseur de 15 cm. De là, je finis déjà donc avec les prédimensionnements de la dalle. Là, maintenant, vous avez l'évaluation des charges. Si vous voulez tout simplement évaluer les charges, c'est simple. Vous avez d'abord le poids propre de la dalle. Le poids propre est fonction de quoi? C'est tout simplement l'épaisseur multiplié par sa masse volumique. Vous avez l'épaisseur de 15 cm. En mètres, ça fera donc 0,15. Vous multipliez par sa masse volumique. Ok? Donc, la masse volumique ici, ça fait 25 kN par mètre cube. Si vous prenez ça maintenant en newton, puisque ici, je travaille en newton. Et donc, vous allez prendre ça, vous multipliez par 1000. Donc, ça fera tout simplement 25 000 newtons multiplié par mètre cube. Donc, c'est pour dire que le poids propre sera égal à 3750 newtons par mètre carré. Puisque le mètre vont tomber, vous allez rester avec mètre carré. Le poids des revêtements maintenant, le poids des revêtements sur la dalle, c'est simple également. C'est-à-dire, vous avez dans le P, poids des revêtements, sera tout simplement à l'épaisseur des revêtements multiplié par sa masse volumique. L'épaisseur ici, ça dépend. Si vous voulez travailler avec une épaisseur de 3 cm ou de 2 cm, ça dépend de vous. Mais il faut prendre l'épaisseur, il faut considérer les revêtements tout simplement au-dessus. Donc, vous considérez également l'épaisseur du mortier.
Donc, c'est ce qui fait 0,06 en mètres multiplié par sa masse volumique. Sa masse volumique est de 21 kN par mètre cube. En newton, donc ça sera multiplié par 1000, ça fait 21 000 newtons multiplié par 25 000 newtons par mètre cube. J'ai trouvé le poids des revêtements. Une fois que le poids des revêtements est connu, il faut maintenant pondérer. Pour pondérer, c'est simple. Ok, je vous avais déjà dit que c'est vraiment simple. Alors, la charge permanente d'abord, G, est de l'ordre, voilà, donc G sera égal à PD, c'est-à-dire poids de la dalle, plus poids du revêtement. Donc, le total entre les deux, ça fait 3750 plus 1260 newtons par mètre carré. Dans le grand G, le poids propre, au total, ça fait 5010 newtons par mètre carré. Donc, c'est ça le poids propre de la dalle. Maintenant, je viens au niveau de charge d'exploitation. Notre projet de l'immeuble étant conçu pour les appartements, il peut être classé dans la catégorie des immeubles. Donc, voir le Bael 91 modifié 99. Donc, vous allez voir tout ça. Donc, c'est pour dire que nous avons adopté pour ces dernières une charge d'exploitation qui est égale à 400 kN par mètre. D'où, donc, à ce niveau-là, maintenant, vous avez donc la possibilité de faire la pondération, comme je l'ai dit. Vous voyez, donc, pondération justement en ELI, tout comme en LS. Et après, je descends rapidement. Voilà, mais déjà, ce qu'il faut comprendre ici, c'est comme j'avais dit. Ici, en fait, je vais montrer tout simplement comment faire la combinaison en ELI, tout comme en LS. OK? Mais d'autant plus que nous allons utiliser le logiciel Robot Structural Analysis professionnel. Et ben pour notre cas, les deux combinaisons seront faites sur ces logiciels. Alors, regardez maintenant la mention, notez bien ici. Pour notre cas, les charges pondérées en ELI et en LS ne seront pas considérées comme elles seront prises en charge par Robot Structural Analysis professionnel. Exactement. Et puis ici, maintenant, vous avez donc le matériau. Voilà, les bétons. Sa classe, donc, on va utiliser le 20 mégapascal. Ok, donc ça dépend. Vous pouvez utiliser aussi le 25. Mais pour notre cas ici, on va exploiter donc le 25 mégapascal. L'acier également. Voilà, donc, et 400 mégapascal. Ok, donc il y a 500, et ainsi de suite. Comprenez qu'à ce niveau ici, nous n'allons pas utiliser les ronds lisses. Ok, pour les aciers, nous allons utiliser donc les aciers à haute adhérence, les HA. Et puis, je peux descendre rapidement ici. Vous avez maintenant les caractéristiques des matériaux, le béton, voilà, donc, et tout ce qui va avec. Là, vous avez la contrainte limite du béton à la traction. Voilà, donc la formule est là. C'est juste question de remplacer par le valeur. Et puis, vous allez calculer. Ici, on avait trouvé 1,8 mégapascal. Pour la chaise également, on a trouvé 348 mégapascal. Voilà, je vais passer rapidement. Le deuxième chapitre ici, calcul des poutres. Ici, je vais vous montrer rapidement le prédimensionnement. D'abord, une définition. Ok, donc c'est très important aussi de comprendre la définition de la poutre, ce qu'on appelle en réalité poutre. Ok, et aussi l'hypothèse des calculs, la manière dont nous allons procéder pour les calculs. Voilà, donc d'autant plus que vous avez déjà ces manuels. C'est livré, donc c'est très simple, c'est juste question de relire et vous allez comprendre comment ça a été détaillé. L'hypothèse des calculs ici, les poutres que nous avons à calculer sont des poutres continues, c'est-à-dire sur plusieurs appuis, à section en T, ça dépend, mais c'est que ce qu'on a considéré ici, c'est en section en T, dont les dimensions se fera de la manière suivante. Donc pour prédimensionner, vous avez juste question d'avoir. Ça sera donc L sur 15, inférieur ou égal à son épaisseur, donc HT, inférieur ou égal à L sur 10. OK? Et puis maintenant, sa base, ça sera tout simplement les H. C'est-à-dire la hauteur que vous allez trouver, le HT, divisé par 2. Alors, pour essayer un peu d'expliquer ça clairement, comprenez que L ici signifie tout simplement la distance la plus longue de la série entre des appuis consécutifs. Donc, portée de la poutre. Le HT, c'est la hauteur totale de la poutre, autrement dit, l'épaisseur de la dalle, y comprise également. Et le B0 ici, c'est la base de la poutre.
Regardez comment est-ce que vous serez à mesure de prédimensionner rapidement cette poutre. Ok, donc ici, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Comprenez que lorsque je vous avais montré le plan de poutraison, ok, déjà ici, la grande portée, donc on avait une portée de 4 mètres 15. Ici, maintenant, on prend ça en millimètres, donc ça sera 415 cm. Ici, on prend ça en centimètres plutôt. Ça sera donc 415 cm sur 15, inférieur ou égal, HT, inférieur ou égal, 415 sur 10. Après avoir calculé, on trouve HT qui est égal à 40. La base, on prend les HT divisé par 2, on trouve une base de 20 cm. C'est pour dire que la section trouvée ici, on a une section de 40 fois 20 cm. La hauteur, c'est 40, plus, c'est-à-dire les retombées, y compris la table de compression, l'épaisseur de la dalle, et sa base est de 20 cm. Alors, nous savons que la base de la nervure ne peut pas être supérieure aux retombées, ce qui est tout à fait normal. La base de nervure ne peut pas être supérieure aux retombées. Alors, comme dans notre cas ici, nous avons B0 qui est égal à 20 cm et l'épaisseur H, ok, l'épaisseur de la dalle, on avait trouvé une épaisseur de 15 cm et la hauteur totale de la poutre, 40 cm, d'où la retombée sera tout simplement égale à H, qui sera égal à 40 moins 15. C'est-à-dire la hauteur totale des poutres, HT, moins l'épaisseur de la dalle, 15. Donc ça fait maintenant 25 cm. C'est ce qui représente tout simplement la hauteur de retombée. Comment maintenant vous serez à mesure de faire les dimensionnements ici? C'est vrai que les dimensionnements, la modélisation et tout ce qui va avec, nous allons le faire sur Robot Structural Analysis. Alors ici, je vous montre également ce qu'on appelle le mécanisme de rupture de la dalle. Regardez comment est-ce qu'il faut considérer le mécanisme de rupture de la dalle. En fait, le mécanisme de rupture ici est fonction tout simplement de la géométrie des panneaux. Regardez par exemple ici. Ok, donc c'est juste question de prendre cette portée divisée par D, ainsi de suite. Mais tandis qu'ici, maintenant, vous avez d'autres sections triangulaires, ainsi que d'autres figures trapézoïdales. C'est très simple. Alors, là maintenant, comment est-ce que vous serez à mesure de faire les calculs des éléments de réduction, ok, des poutres principales par exemple, ou carrément des poutres. Ici, c'est juste pour vous montrer, mais tout ça, ça sera fait sur Robot Structural Analysis. Par exemple, ici, je considère la poutre PA1, PL1. Voilà, la formule est là. Si vous voulez calculer les poids propres de la poutre, donc vous allez prendre tout simplement la hauteur totale, donc les HT, ok, la hauteur totale de la poutre, moins l'épaisseur de la dalle, multiplié par sa base, donc le B0, multiplié par sa masse volumique. C'est-à-dire le PP ici sera égal à 0,40. Pourquoi? Puisque la hauteur totale de la poutre qu'on a prédimensionnée ici est de 40 cm. Ici, là, vous prenez ça donc en mètres, ça sera 0,40 mètres moins 0,15. Multiplié par sa base 0,20 mètres, multiplié par sa masse volumique, que de 2500 newtons par mètre cube. Donc, en réalité, c'est 25 kN par mètre cube, d'autant plus que nous travaillons en newtons. Donc, vous êtes obligé de prendre le 25 multiplié par 1000, donc ça fait 25 000 newtons, 25 000 newtons par mètre cube. Ça nous donne ça. L'enduit maintenant, au niveau des poutres, c'est sur deux faces ou deux facettes. Donc, c'est juste question de prendre 2 multiplié par la hauteur de la poutre, 0,40 moins 0,15, multiplié par 0,01, multiplié par sa masse volumique de 21. Ça vous donne directement ça. D'où les poids propres de la poutre sera tout simplement égal. PP sera donc le total de 2. Vous prenez le PP plus l'enduit, ça vous donne exactement ça. C'est comme ça que vous serez à mesure de calculer dans le poids. Là également, vous avez donc la maçonnerie sur la poutre. Ok? C'est très simple. Les formules sont là. C'est juste question de voir comment est-ce que je vais procéder. Et bien, vous serez donc calé sur ça. Alors, et aussi, je vous ai montré un article sur l'évaluation de la charge horizontale, communément appelée poussée du vent. C'est vrai que sur Robot Structural Analysis, nous allons faire la simulation du vent. Je vais vous montrer des méthodes très sympas et très efficaces qui pourra vous aider d'être beaucoup plus rapide. Mais pour avoir un peu une idée,
de la manière dont vous pouvez donc considérer ça rapidement, regardez ici. La pression dynamique de base du vent, déjà à 10 mètres de hauteur, est évaluée à 87,5 décanewtons par mètre carré. Ici, il faut savoir que ce sont des analyses, dont il y a des ABAC qui nous donnent ça. Déjà à 10 mètres, la valeur est de 87,5 décanewtons par mètre carré. Ok? Alors, par rapport à cette province considérée, alors, ce que je suis obligé de faire, c'est quoi maintenant? Comment est-ce que je serai à mesure de déterminer, ok, cette hauteur? Et si j'ai un bâtiment à une hauteur de 18 mètres, donc ça dépend. C'est un calcul clair à faire. Ça dépend tout simplement du nombre de niveaux que vous avez. Si par exemple que vous voulez calculer un bâtiment R plus 10 ou R plus 7, ok, ce qu'il faut faire, vous allez tout simplement prendre la hauteur. La hauteur, attendez, je vais vous montrer rapidement ici. Je prends la calculatrice. Je prends la calculatrice pour que nous puissions parler au moins le même langage. Supposons par exemple, je vais faire cette évaluation pour un bâtiment de 10 niveaux, ok, dont je vais uniformiser en fait les hauteurs sous plancher. La hauteur sous plancher est identique partout des 3 mètres. Alors, pour avoir déjà cette hauteur, je suis obligé de faire quoi? Eh bien, je vais prendre tout simplement les 3 mètres multipliés par 10. C'est simple, non? Multiplié par 10. Mais attention, quand on dit R plus 10, c'est-à-dire que vous avez le rez-de-chaussée plus les 10 niveaux. C'est-à-dire que ça ne sera pas multiplié par 10. Je suis obligé d'abord de me rassurer aussi. Est-ce que la hauteur du rez-de-chaussée est de combien? Si réellement, les rez-de-chaussée aussi portent une hauteur de 3 mètres, donc ça sera tout simplement 3 fois 11. Ok? Rez-de-chaussée plus 10 niveaux. Ça me donne directement 33. Donc c'est cette valeur de 33 que moi je vais considérer ici. Si vous avez un bâtiment peut-être de R plus 5 ou R plus 4, eh bien donc vous allez prendre tout simplement les 3, la hauteur sous plancher, multiplié par nombre de niveaux. Si c'est 5, vous faites directement fois 5. Ok? Plus donc les rez-de-chaussée, donc ça sera encore plus 1. Ok? Donc ça veut dire quoi? Vous aurez R plus 5, c'est-à-dire 5 niveaux plus rez-de-chaussée. Donc vous aurez 3 plus 6 fois 6. Ça vous fait directement 18. Ok? Pour notre cas, d'autant plus que le bâtiment, c'est un bâtiment R plus 7 moins D. Comprenez déjà que dans le sous-sol, on ne peut pas appliquer donc la pression du vent, l'effet du vent, puisque nous sommes dans les sous-sols. Dans les sous-sols, nous sommes obligés au moins d'appliquer ce qu'on appelle la poussée des terres. La poussée des terres, c'est que nous allons appliquer, mais ça ne sera pas la pression du vent. Et donc, c'est que moi, je vais considérer déjà la hauteur ici, la hauteur du rez-de-chaussée. Si j'ai une hauteur, je prends un exemple, une hauteur de 4 mètres au niveau du rez-de-chaussée, mais au niveau de cet étage, 3. Et donc, j'aurai tout simplement 3 multiplié par 7, ça me donne 21, plus, ok, les 4 mètres, ça me fait 25. Donc ici, je vais compléter 25 pour mon cas. Ok? Donc, dès que vous remplacez, vous allez tout simplement remplacer ici. Vous remplacez donc P18. Donc, pour notre cas, ça sera P25 sur P10. Ok? Vous remplacez et puis vous allez directement trouver donc l'évaluation de la pression ici. C'est très, très, très facile à faire. Alors, là, maintenant, vous avez les calculs des efforts. Tout ça, ça sera fait sur Robot Structural Analysis. Voilà les poteaux. Prédimensionnement du poteau. C'est très, très simple. Vous avez donc lambda qui est égal LF. OK, sur IMIN. Voilà, donc, vous allez tout simplement considérer d'abord la hauteur du flambement ici, 0,7 par rapport à notre cas, compte tenu de son encastrement, ainsi de suite, jusqu'à tel point que vous aurez donc à trouver la section de poteaux déjà prédimensionnée. C'est vraiment facile. La descente des charges. Ok, ça c'est tout simplement le principe d'uniformisation. C'est-à-dire si vous avez un bâtiment par exemple R plus 5, c'est-à-dire qu'aussitôt que vous trouvez la section d'armature au niveau du rez-de-chaussée, donc vous êtes obligé au moins d'uniformiser ça dans le niveau qui vient après. Rez-de-chaussée plus premier étage, et puis deuxième étage, troisième, ainsi de suite. C'est très très simple. L'évaluation des charges, ça je peux passer rapidement.
Alors, regardez maintenant comment est-ce que vous serez aussi à mesure de faire des vérifications des poteaux. Par exemple, vérification d'excentricité du poteau. La formule est là, c'est très très simple. C'est juste question de prendre donc le M sur N doit être supérieur ou égal à B sur 6 pour dire que le poteau est en compression simple ou disons comme en compression composée. Alors, si c'est inférieur ou égal, là on peut parler directement des compressions simples. Ok? Donc c'est très très simple. Alors, vous serez à mesure de faire cette vérification une fois que vous avez chargé déjà donc la structure sur Robot Structural Analysis. On a fait la combinaison. Nous lançons maintenant les calculs. On vérifie les éléments de réduction. Nous allons prendre tout simplement la valeur max ici, le M max, et on vient remplacer ici. Et puis, on vérifie une fois pour toutes. Dès que tout est OK, alors là, on pourra dire que le poteau est calculé soit en compression simple, ou bien compression avec donc compression composée. Voilà. Détermination aussi de l'excentricité. Voilà, c'est très très simple ici. Voilà, ici je peux passer rapidement puisque c'est tellement sympa. Et là, vous avez la fondation. Ok, donc c'est vraiment facile. Hein? Je ne suis pas rapide. J'essaie un peu d'aller progressivement puisque je vous avais déjà envoyé donc les documents. C'est un livret qui est bien clair et détaillé avant que nous puissions passer au niveau de la modélisation. Voilà, là vous avez également d'autres types de chargements. Ok, l'évaluation donc au niveau de la longrine. Voilà, tout est simple ici. Pour comment calculer les poids propres de la longrine, c'est juste question de prendre sa base, multiplier par sa hauteur, multiplier par sa masse volumique. La masse volumique ne change pas puisque c'est toujours le béton armé. Donc le béton c'est le 25. 25 000 décanewtons par mètre cube. Alors, poids de la maçonnerie, ainsi de suite. Je descends rapidement ici puisque tout est sympa. Voilà. Voilà, vous avez donc type d'évaluation ou des fondations, prédimensionnement aussi de la semelle. Ok, tout est là, c'est vraiment bien détaillé. Voilà, je vais aller un peu rapidement. Voilà, donc, puisque c'est... Voilà, là vous avez maintenant l'ascenseur. Ok, l'escalier et l'ascenseur. Pour l'escalier, il y a quelques définitions que je mis là-dessus. Je vais aller rapidement au niveau de l'ascenseur pour vous montrer rapidement comment est-ce que vous pouvez estimer déjà dans le poids au niveau de l'ascenseur. Voilà, je crois que je viens de passer. Voilà, c'est ça maintenant l'ascenseur. Alors, par rapport à l'ascenseur, c'est qu'il faut comprendre au moins, déjà ici, pour dimensionner l'ascenseur, tout est fonction du nombre des personnages. Pour notre cas ici, nous considérons donc un nombre total de 8 personnes dans l'ascenseur, en raison des 10 kg par individu. 10 kg par individu dans le dimensionnement des câbles de traction. Puisqu'ici, ce qu'il faut dimensionner, ce sont des câbles. Des câbles qui vont donc supporter dans ces charges des personnages. Alors, en nous référant tout simplement aux normes françaises ISO, pour ces nombres de personnes, nous avons donc les charges et la vitesse suivante. Il y a déjà des estimations données ici. Charge de la cabine, 630 kg. Charge dit aux personnes, 8 kg multiplié par 100, ça nous donne directement 8000 kg. La vitesse moyenne des déplacements est de 1 mètre par seconde, ok, selon justement la loi de Newton. C'est très très simple. Il y a des formules calculées ici par rapport à la contrainte. Et puis, ici maintenant vous avez la section du câble étant circulaire. Ok, donc on a utilisé la formule de pi de mi, pi multiplié par d, diamètre carré sur 4. Ok, donc c'est très très facile à calculer. Et jusqu'à tel point que nous nous sommes passés directement au niveau de l'évaluation des charges. Alors, on a trouvé donc le diamètre de 5 cm. Pendant que nous allons modéliser tout ça sur Robot Structural Analysis, je vais vous montrer, vous allez bien comprendre comment est-ce qu'il faut l'appliquer. Alors, le dernier chapitre 6, nous avons maintenant ici le résumé sur la modélisation
cas des charges et charges appliquées. Alors, le premier point ici, le 6.1, vous avez maintenant la modélisation. Regardez ce que nous sommes appelés à faire sur Robot Structural Analysis Professionnel. Pendant que nous allons modéliser maintenant ces projets, la première des choses, nous sommes obligés au moins de respecter le principe de la modélisation ici. Nous le savons très bien que le bâtiment que nous sommes censés démodéliser, c'est un bâtiment R+7-D. La hauteur sous plancher rez-de-chaussée, donc à une hauteur de 4 mètres, les rez-de-chaussée. Hauteur sous plancher étage, dans tous les étages, est de 3 mètres. Et hauteur sous plancher du cave est de moins 3 mètres. C'est-à-dire, la différence c'est que hauteur sous plancher étage, c'est-à-dire que au niveau du seuil, nous montons après les rez-de-chaussée, au-dessus, mais tandis que la hauteur sous plancher du cave, au niveau du seuil, nous descendons plus bas, moins 3 mètres. Alors, poutre principale ici, nous avons une section de 20 x 40 cm². Et puis, poutre secondaire, on aura une section de 20 x 25 cm². L'épaisseur de la dalle, on aura une épaisseur de 15 cm, telle que prédimensionnée, comme je vous avais montré là. L'épaisseur de paillasse ici pour l'escalier, on aura une épaisseur de 12 cm. Nos colonnes ou poteaux, on aura premièrement des sections de 25 x 35. Les socles, on aura des socles de 45 x 55 cm². Nos voiles prédimensionnés ici, on aura des voiles de 20 cm partout. L'épaisseur de nos voiles. Donc voilà en fait quelques éléments très importants à tenir compte pendant la modélisation. Bien entendu, on aura à chaque fois peut-être à rajouter d'autres éléments que je pourrais vous montrer également. Alors, le 6.2, les cas des charges. Comment charger d'une manière surfacique sur une structure? Pour cela, donc, il faudra commencer par faire, premièrement d'abord les bilans des charges agissant sur la structure. C'est très important. Ici, nous avons parlé premièrement des créations des cas des charges. Comment définir les cas des charges sur Robot Structural Analysis Professionnel? Premièrement, il faut d'abord différencier les cas des charges. Comme vous le savez, nous avons des cas des charges de nature permanente et nous avons également des cas des charges de nature d'exploitation, des cas des charges accidentelles, des cas des charges dits au vent et puis d'autres types de pression. Alors, à ce qui nous concerne ici, concernant les cas des charges ici, nous allons donc introduire que deux types de cas des charges, c'est-à-dire cas des charges dits aux natures permanentes et cas des charges dits aux natures d'exploitation. Pour ce qui concerne l'effet du vent, nous allons faire la méthode de simulation. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez insérer ça rapidement. Pour la poussée du terre, poussée de terre aussi, nous allons appliquer ça après. Et aussi pour la pression hydrostatique, on fera ça après. Et donc, c'est pour dire que, déjà ici, les cas de charge que moi je vais définir, premier cas de charge, c'est dit au poids propre. Les poids propres, vous le savez très bien, il est de nature permanente. Deuxième cas de charge, dit au revêtement. Il est de nature aussi permanente. Troisième, cloisonnement, sa nature est permanente. Quatrièmement, surface, c'est-à-dire surcharge d'habitation, des natures d'exploitation, surcharge sur l'escalier, des natures d'exploitation, et enfin maintenant la toiture terrasse, des natures permanentes. Alors, on aura donc à introduire tous les cas de charge tout en respectant tout simplement la nature de chacun, comme je l'ai dit. Charges appliquées maintenant. Comment il faudrait maintenant appliquer donc les différentes charges au niveau de la structure? Déjà, ce qu'il faut comprendre au moins ici, le poids propre de la dalle, il sera donc pris en compte par Robot Structural Analysis Professionnel. Le revêtement ici, pour les calculer, c'est simple. Vous avez d'abord les carrelages. Alors, pour question de simplification ou de simplicité, nous allons donc uniformiser l'épaisseur des carreaux, mortier et enduit ainsi que leur poids volumique. Donc, pour les trois, on a pris une épaisseur de 2 cm. Le poids volumique ici, j'ai pris 22 kN par mètre carré, par mètre cube plutôt, tout comme je peux prendre le 21 que je vous ai montré au-dessus là-bas. Le 21 kN par
mètre cube. Alors, d'autant plus que j'ai calculé au-dessus là-bas, j'ai calculé en newton. Pour faire la conversion, c'est juste question de prendre ça, je multiplie ça par 1000. Donc, j'aurai donc 22 000 newtons par mètre cube. C'est très très simple. Ça me donne maintenant, dès que je remplace ici, ça me donne 1,32 kN par mètre carré. Ok? Donc, c'est très très simple. Je vais travailler avec les kilonewtons après avoir donc effectué la conversion. Cloisonnements également. Vous avez donc, suivant justement les dimensions de bloc, on aura donc les cloisonnements 0,20 multiplié par 0,4. Donc, bloc de 20 fois 40 multiplié par sa masse volumique. Ici, j'ai utilisé la masse volumique de Vendée. Ça fait 1,76 kN par mètre. Surface d'habitation, ok, donc 2 kN par mètre carré, ok. Alors, tout ça, ça dépend justement de l'usage du bâtiment. C'est juste question de voir sur Bael. Bael nous donne tout ça bien détaillé. Toitures également, poussée des terres, comme je l'avais dit, sur nos voiles, à déterminer, donc ça sera déterminé pendant la modélisation. La simulation du vent également, pendant justement la simulation. Et donc, voilà en fait ce que je voulais vous montrer déjà à ce qui concerne ce pack complet. Nous venons donc de parcourir les livrets, ok. Et puis maintenant, vous avez aussi les annexes, pour essayer un peu de bien s'imprégner du plan de projet. Là, vous avez donc la vie en plan, avec tout ce qui va avec. La vie en plan, vous avez donc la vie en plan aménagée. Voilà, vous avez donc façade principale, façade postérieure, ainsi de suite. Donc, étant donné que nous avons parcouru le livret du début jusqu'à la fin, j'espère que tout est clair. Vous avez bien compris par où il faudrait commencer avant de débuter la modélisation. Eh bien, voici donc, nous sommes arrivés à terme de première leçon. Alors, maintenant, nous allons entamer donc le deuxième, disons comment je dirais, la deuxième disons comment partie, qui pourra également nous montrer maintenant comment débuter un projet sur Robot Structural Analysis Professionnel. La modélisation. Mais avant de faire la modélisation, vous le savez très bien, il faudrait commencer d'abord par ce qu'on appelle le paramétrage. Le paramétrage, vous allez donc le voir ensemble avec moi.